Ho ho ho! Joyeux Noël! Et aujourd'hui, un sujet qui n'a rien à voir puisqu'on va parler des œufs de dinosaures! Ah, du coup, tu peux peut-être le faire à Pâques? Ah, merde. Bon. Many months later. Salut à tous et bienvenue dans ce 22e numéro de Paleo World qui sera consacré aujourd'hui aux œufs de dinosaures. Et pour ce numéro, nous aurons la chance d'être accompagnés d'Alexis Rastier qui eut le privilège rare de visiter et de fouiller dans certaines zones dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, c'est parti! Si vous l'ignorez, il se trouve que tous les dinosaures étaient ovipares, ce qui signifie qu'ils pondaient des œufs. Eh ben on en apprend des choses! Il faut savoir également que l'étude des œufs fait partie de l'ichnologie. Et ici, il s'agit plus exactement de paléo-ichnologie puisque nos œufs sont fossilisés. Du coup, ça fout des paléos partout. La paléo-ichnologie s'intéresse en général aux traces d'activité biologique fossiles. Cela concerne donc également les empreintes, mais aussi les terriers, voire les coprolites. On va pas définir ce qu'est un coprolite? Non, on va pas le faire, non. La paléoichnologie permet une meilleure connaissance des organismes disparus. Elle donne des informations sur le comportement, voire sur l'alimentation de l'animal, qui ne sont pas accessibles ou qui restent seulement théoriques à partir de la seule connaissance du squelette de l'animal. La croyance populaire attribue généralement la première découverte d'œufs de dinosaures fossiles à Roy Andrew Chapman, un explorateur et paléontologue américain qui découvrit un nid de Protoceratops dans le désert de Gobi en Mongolie durant une expédition entre 1922 et 1925. Et nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial qui se trouve actuellement dans le désert de Gobi. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, Sican, je vous entends bien. Alors, comme vous le disiez, effectivement, le désert de Gobi a connu son succès grâce aux découvertes d'Andrews, qui aura d'ailleurs l'honneur d'avoir une espèce en son nom, puisque Granger et Osborne vont nommer l'holotype de Protoceratops Protoceratops andrewsi. Ce site a également fourni des œufs qui seront attribués à tort à Protoceratops, aux côtés d'un autre animal mal nommé voleur d'œufs, Oviraptor, mal nommé puisqu'effectivement tous ces œufs appartenaient à Oviraptor. C'est en 1993 qu'un fossile de la région sera retrouvé et permettra de rétablir la vérité, puisque le fossile sera retrouvé en position de couvaison, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. D'ailleurs, la découverte de ce type de nid nous a permis de constater que les œufs étaient pondus deux par deux, ce qui ne peut s'expliquer que par la présence de deux oviducts fonctionnels, à l'inverse des oiseaux actuels qui n'ont plus qu'un oviduct fonctionnel. Ce qui signifie en plus que cet animal n'était pas une brute, mais prenait au contraire bien soin de ses petits. Merci Sican. Mais les coquilles d'œufs de dinosaures étaient déjà connues et étudiées dès le 19e siècle en Provence. Car oui, la France a la chance d'avoir de nombreux gisements d'œufs de dinosaures, même si la plupart de ces coquilles d'œufs se retrouvent sous la forme de coquilles éparpillées. Ces gisements se trouvent d'ouest en est, du Languedoc à la Provence, dans l'Aude, le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore l'Hérault. Et plus de 60 sites ont fait l'objet de publications, que ça soit des revues scientifiques ou amateurs, en passant par les blogs. Les formations géologiques dans lesquelles on retrouve toutes ces coquilles d'œufs sont généralement datées de la fin du Crétacé, du Campanien au Maastrichtien entre 84 et 66 millions d'années avant notre ère. On trouve ainsi plusieurs zoofamilles. Oui, des zoofamilles. En effet, les œufs possèdent eux aussi leur propre taxonomie, qu'on appelle plus précisément une parataxonomie. C'est la parataxonomie Veterovata. Mais pourquoi une parataxonomie, me diriez-vous ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est impossible de classer les différentes zoofamilles aux genres et aux espèces dans tout simplement la classification classique du vivant. Et tout simplement parce qu'il est impossible de savoir au premier abord qui quoi a pondu un œuf vieux de 80 millions d'années. Certaines corrélations ont pu être cependant établies, comme la découverte d'embryons dans des œufs fossilisés âgés de presque 90 millions d'années dans les formations d'Aka Maoevo
en Argentine. Ainsi, l'oofamille des Mégaloothidés est attribuée aux sauropodes titanosauriens. C'est l'oofamille la plus diversifiée puisqu'elle compte à l'heure actuelle 6 zoos-espèces. Megalolithus aureliensis, Megalolithus microtuberculata, Megalolithus cirugei, Megalolithus petratralta, Megalolithus mammillare et Megalolithus bagensis. Ces 2 dernières zooespèces étant typiques des niveaux maastrichtiens, les autres étant plus cantonnés aux campaniens. Sauf pour Megalolithus sirigei et Megalolithus petrotralta qui peuvent encore être retrouvés dans des formations du maastrichtien inférieur. Les zoofamilles des Prismatolithidés et des Montanolithidés sont plutôt attribuées, eux par contre, aux théropodes, et plus précisément aux droméosauridés. Ceux-ci comptent 4 espèces, Prismatolithus caboti, Prismatolithus matellensis et Prismatolithus tenuis, du campanien, et Montanolithus labadoensis du début du maastrichtien. Les élongatolidés correspondraient eux par contre à des théropodes cellurosauriens, plus précisément aux alvarésauridés, même si aucun de leurs représentants n'est pour l'heure identifié en France. En effet, ces derniers sont pour l'instant uniquement connus de restes fragmentaires, ce qui est fort dommage. Les Laevisolythidés correspondraient aux ornithoïdes et nanthiornites, autrement dit aux oiseaux, dont le genre Agérolithus a été découvert dans le bassin d'Aix en Provence et daté du début du maastrichtien. Quant aux Kéranolithidés, ceux-ci sont attribués indirectement aux thyréophores nodosauridés. On retrouve ainsi Kéranolithus dugui et Kéranolithus roussetensis du campanien supérieur au maastrichtien inférieur dans les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Var. Vous l'aurez sans doute compris, la détermination d'une espèce a un intérêt stratigraphique, c'est-à-dire que la connaissance de cette espèce va permettre la datation de la couche géologique dans laquelle on l'a découvert. Pour déterminer une espèce, c'est très simple, il suffit de faire une lame mince. Autrement dit, on va découper la coquille en fines tranches afin d'observer au microscope les microstructures qui la composent. On va mesurer l'épaisseur de la coquille, on va observer les stries de croissance, les canaux d'aération, mais également la présence et la densité des tubercules sur la surface de la coquille. Et c'est à partir de toutes ces informations que l'on va pouvoir attribuer la coquille à une espèce. Et non pas une espèce, comme on le disait tout à l'heure, puisque la formation d'une espèce dépend avant tout de son environnement. En effet, l'acidité des sols peut dissoudre légèrement les canaux aérifères et faire penser que ces canaux beaucoup plus larges sont en fait ceux d'une espèce différente. Ces microstructures sont évidemment le résultat de la croissance de la coquille autour de l'embryon. Chaque structure est composée d'un noyau organique qui repose sur une membrane interne et qui va produire une accumulation de pellicules calcaires dont la surface représente les tubercules et dont les espaces entre chaque structure va former les canaux aérifères. L'observation de ces microstructures peuvent également témoigner de pathologies. L'une des pathologies les plus courantes qu'on puisse observer dans les gisements du sud de la France est une pluristratification des coquilles d'œufs. Autrement dit, l'œuf possède plusieurs épaisseurs de coquille, ce qui va malheureusement asphyxier l'embryon qui est en dessous. Emmerdant. Ce phénomène se forme au cours de la création de l'œuf, lorsque celui-ci remonte dans l'oviducte, subissant de fait un nouveau processus de formation de coquille. Le record étant une coquille avec 7 stratifications. On peut également trouver des œufs avec un volume beaucoup plus faible que ce qui devrait être, phénomène qu'on a déjà observé chez des espèces ovipares actuelles, et plus exactement chez des jeunes femelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à Alexis Rastier d'y avoir participé, merci à ceux qui lâchent un tip sur Tipeee, vous êtes comme ça, je vous fais du bisou. Je vous retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et donc Tipeee. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao! Dinosaur rain. Oh, dinosaur rain. Why will you hush?